tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exode-Call, aujourd'hui numéro 89. Et pour ce numéro, je vous propose un exercice sur les polynômes et autour d'un fait assez intriguant. L'énoncé est le suivant, nous avons un polynôme donc à coefficient complexe et on aimerait trouver une condition nécessaire et suffisante pour que ce polynôme induise une surjection des rationnels sur les rationnels. Cet exercice peut très bien se traiter en première année de classe préparatoire, pour peu qu'on ait suffisamment de bagages sur les polynômes. Je veux bien sûr parler de la structure d'anneaux de polynômes, sur l'arithmétique des polynômes, et puis éventuellement 2-3 choses analytiques autour des polynômes que vous pourriez savoir. Ça, je pense que ça pourra être utile pour attaquer cet exercice. Avant de vous donner quoi que ce soit comme indice, j'aimerais juste dire une dernière chose. L'énoncé peut être assez perturbant car ici c'est vraiment à vous de faire l'effort de trouver quelle pourrait être la bonne chose à regarder pour vérifier que le polynôme induise bien cette surjection qu'on souhaite. C'est pas quelque chose d'assez, naturel comme type d'énoncé d'exercice. C'est un type d'exercice plus compliqué que d'habitude puisque généralement en exercice de colle on a la sympathie de vous dire qu'est-ce qu'il en est de l'exercice, c'est-à-dire on vous dit si on a telle condition alors on a tel résultat. Là ici on vous laisse vraiment la liberté de chercher qu'est-ce qui peut fonctionner pour avoir telle ou telle condition. Et c'est pas juste une condition nécessaire qu'on va vouloir, mais c'est même une condition nécessaire et suffisante. C'est là vraiment la difficulté de cet exercice, c'est vraiment le fait qu'on vous laisse seul mettre à bord, j'ai envie de dire, et à vous d'essayer de trouver une condition qui marche. Donc c'est ça la difficulté de cet exercice. Vraiment, vous êtes laissé par vous-même, et donc c'est à vous d'avoir les initiatives qu'il faut pour avancer dans l'exercice. Bien, donc avant de dire quoi que ce soit d'autre, que ce soit de vous donner d'abord une indication, puis de vous donner une résolution, je vous invite à faire une pause dès maintenant pour explorer un peu par vous-même cette question de surjection de Q sur Q. Essayez de voir qu'est-ce que vous pourriez faire, quelles sont les idées qui vous viennent à l'esprit, essayez de faire un tri et peut-être par vous-même trouver la condition nécessaire et suffisante, on ne sait jamais. Donc essayez par vous-même, voyez un petit peu ce que vous pouvez faire autour de cet exercice avant que je vous dise quoi que ce soit d'autre. Et donc faites une pause dès maintenant avant que j'avance. Ok, alors je vais avancer maintenant. Et je vais vous donner une indication avant de donner une résolution. Et je vais même donner une indication qui va changer complètement le problème. Vraiment juste pour vous donner une autre façon de penser. Je vais vous donner une indication qui va en fait essentiellement changer l'énoncé du problème. Et en changeant cet énoncé de problème, voir si vous êtes capable de résoudre cet énoncé changé. Essayez ensuite de justifier 2-3 points. Et après ce, je vous amène ensuite la résolution. Donc normalement, j'aimerais vous donner 2-3 idées pour démarrer en fait. Le genre de choses que vous pourriez avoir en tout cas pour chercher pour avoir une surjection. C'est ça que j'aimerais dire. Donc l'indication que j'aimerais vous donner, qui change assez bien l'exercice, même s'il y a des trucs qui resteront assez similaires, c'est si je change l'exercice en disant je vais prendre un polynôme à coefficient réel, et je veux trouver une condition nécessaire et suffisante pour qu'on ait une surjection de R sur R. Voilà l'indication que j'aimerais vous donner. C'est déjà essayer de justifier ou de trouver une condition nécessaire et suffisante pour qu'un polynôme à coefficient réel donne une surjection de R sur R. Et j'ajouterai un autre truc. Vous pouvez aussi résoudre le problème si j'avais demandé un polynôme à coefficient complexe. Et je veux toujours une surjection de R sur R. Donc je vais noter 1 et 2, comme ça on va pouvoir suivre un petit peu les étapes. Donc ce que je vous propose, c'est d'abord d'essayer de trouver une condition nécessaire et suffisante pour qu'un polynôme dans R coché X vérifie cette condition, cette fois-ci de surjection de R sur R. Puis un polynôme de C coché X vérifie ensuite une surjection de R sur R. Et ce genre d'idée, notamment la deuxième partie de l'idée, les deux parties j'ai envie de dire, parce que la première idée va vous donner quelque chose qu'il faudrait regarder autour des polynômes pour que vous ayez surjection de Q sur Q. Et la deuxième chose va vous expliquer, ou en tout cas va essayer de vous donner une idée de comment on peut passer de C crochet X à R crochet X. Voilà, donc je vous invite à essayer de résoudre ces deux premières questions par vous-même,
avant que je ne vous donne une résolution de ces deux premières questions. Et ensuite, à partir de ces résolutions-là, essayez par vous-même de voir comment on peut utiliser les idées qu'on a eues ici pour en déduire une idée de conditions nécessaires et suffisantes sur les polynômes et pour avoir une surjection de Q sur Q. Ok, j'espère que vous aurez essayé, donc je vais d'abord résoudre l'indication et vous allez voir que c'est pas très difficile, notamment le premier point n'est pas très difficile. Le deuxième, il faut vraiment penser à quelque chose qu'on a pu voir avec les fonctions, donc je vais pas encore trop spoiler, mais c'est en lien avec les fonctions. Donc je vais d'abord répondre à la première question. Et pour répondre à la première question, vous auriez dû commencer un peu vos explorations et vous dire, bah à mon avis vous avez peut-être déjà pu le checker au départ, si vous prenez un polynôme à coefficient constant, vous n'avez aucune chance d'avoir, enfin, qu'est-ce que je veux dire coefficient constant? Je veux dire un polynôme constant, c'est ça que je veux dire. Donc si vous prenez un polynôme constant, vous n'avez aucune chance d'avoir une surjection de Q sur Q, et donc aucune chance aussi d'avoir une surjection de R sur R. Donc ça déjà, vous devriez remarquer que si P est constant, ça ne marche pas. Si P est de degré 1, ben ça marche. Ok, c'est juste une histoire de résolution d'équations affines, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Si P ensuite est de degré 2, et là vous allez remarquer quelque chose, si vous prenez un polynôme de degré 2, ben un polynôme de degré 2, ça donne toujours, sous un sens, si vous dessinez la courbe, ça vous donne toujours une parabole. Et donc, vous avez toujours soit un minimum, soit un maximum. Ce qui signifie donc qu'il est impossible d'avoir une surjection de R sur R. Parce que si on devait avoir une surjection de R sur R, eh bien on devrait dépasser le minimum ou dépasser le maximum. D'accord? On devrait à un moment donné dépasser ces choses-là si on veut avoir une surjection de R vers R. Donc les polynômes de degré 2, ça ne fonctionne pas. Et puis qu'en est-il des polynômes de degré 3? Eh bien pour les polynômes de degré 3, même si c'est un peu moins évident à voir, ben ça va fonctionner. Et l'argument est le suivant. Si vous regardez un polynôme de degré 3, pour la faire très simple, supposons ce polynôme unitaire. On peut diviser par le coefficient dominant si on le souhaite. Si on suppose ce polynôme de degré 3 unitaire, on peut regarder les limites en plus et en moins infini de ce polynôme. Si on regarde en plus infini, ben la limite ce sera plus infini. Si on regarde en moins infini, la limite ce sera moins infini. C'est une question de forme indéterminée, certes, potentiellement si les autres coefficients sont négatifs, mais pour le prouver proprement, bah, vous mettez bien sûr le x puissance le plus fort, donc là le x cube en facteur, et vous allez conclure. Okay, donc la limite de ce polynôme en plus infini c'est plus infini, en moins infini c'est moins infini. Et un polynôme, ça induit une fonction polynomiale, qui est donc une fonction continue. Et donc la limite en moins infini, j'ai dit que c'était moins infini, la limite en plus infini c'est plus infini. Si j'applique tout bêtement le théorème des valeurs intermédiaires, eh bien je conclus exactement ce que je veux. Pour n'importe quel réel, je vais trouver un antécédent réel par la fonction. Donc voilà comment va marcher un polynôme de degré 3. Et donc l'argument que je viens de lancer là, c'est l'argument qui va fonctionner pour n'importe quel polynôme de degré impair. Alors là, pour les polynômes de degré 3, c'est vrai qu'on pouvait encore s'en sortir en utilisant éventuellement la dérivée et en travaillant les signes du polynôme de degré 2. Bon, c'est beaucoup plus difficile de manipuler les choses comme ça, mais à mon avis, le truc le plus simple qu'il fallait essayer de voir, c'est la question des limites. Car en effet, le polynôme de degré 2, bah, vous avez un problème, vous allez tendre vers plus infini et plus infini à gauche et à droite, et puis au milieu, bah, vous allez atteindre un minimum, si c'est, comme je viens de le dire, si vous avez un polynôme unitaire. D'accord? Donc là, on voit qu'il y a une question du degré qui intervient, et a priori, la réponse serait, donc la condition nécessaire et suffisante, serait le fait d'avoir un polynôme de degré, donc le degré du polynôme doit être impair. Bon bah, je pense que c'est pas très difficile maintenant que je vous ai dit comment ça va marcher. Donc si je me donne un polynôme de degré impair, je peux le supposer unitaire, hein, ça ne coûte absolument rien. Donc supposons le unitaire, quitte à diviser par le coefficient dominant. Ok. Alors on pourra constater que la limite, quand x tend vers plus infini, de la fonction polynomiale p de x, ce sera plus infini. Je rappelle qu'on fait un abus de notation ici entre fonction polynomiale et polynôme. Donc là c'est une fonction polynomiale. La limite quand x tend vers moins infini de p de x, c'est moins infini. Bon, je ne vous fais pas le détail de pourquoi ça c'est vrai. Je pense que vous pourriez le faire par vous-même. Ok. Et puis bah, une fonction polynomiale, c'est une fonction continue sur R.
Donc le théorème des valeurs intermédiaires permet de conclure la surjection. Alors qu'est-ce que je viens de démontrer? Donc je viens de démontrer que si j'ai un polynôme de degré impair, alors j'ai surjectivité de R vers R. Maintenant, pour ce qu'il en est d'un polynôme de degré pair, eh bien je me rends compte que mon polynôme, donc là je vais le faire comme ça, si le degré du polynôme est pair, comme je viens de le dire, la limite en plus ou moins infini du polynôme, ce sera plus infini, quoi qu'il arrive. Et puis ce que je peux faire, c'est dire, je vais prendre une borne et utiliser la question de la limite en plus infini. Donc je peux très bien dire, soit A une borne positive, disons, eh bien normalement je dois pouvoir dire que pour n'importe quel A, il existe un X tel que pour tout X, il existe un X0, tel que pour tout X plus grand que ce X0, vous avez telle ou telle propriété. Et bien là, c'est ce que je vais dire, je sais qu'il existe X0 et X1, donc R, X0 plus petit que X1, éventuellement, tel que, donc éventuellement, si c'est pas le cas, vous allez vous retrouver avec un intervalle vide, mais ici je vais supposer que ce soit le cas, ok? Donc je vais très bien, si j'ai pas le cas, c'est l'intervalle qui est vide, et dans ce cas-là, il n'y a même pas de question à se poser, tout le monde est plus grand que A. Et si tout le monde est plus grand que A, on conclut. D'accord? Donc je vais peut-être dire ça. Ok. Donc il existe x0 et x1, je vais faire d'abord ça, tel que pour n'importe quel x plus grand que x0, vous avez p de x qui va être plus grand que a, et pour tout x plus petit que x1, on va avoir p de x qui va être plus grand que a. Étant donné qu'on doit avoir une limite en plus infini qui doit être plus infini, et en moins infini qui doit être plus infini également. Donc pour un A donné, on va pouvoir trouver un x0 et x1 qui vérifie ces conditions-là. Et donc si, c'est ce que je disais en commençant à dire que je veux x0 plus petit que x1, si par malheur on a l'inégalité dans l'autre sens, c'est-à-dire que x0, donc si j'ai x0 qui est, alors que je ne fasse pas de bêtises, plus petit ou égal à x1, alors on pourra remarquer que n'importe quel x dans R vérifie la condition p de x plus grand que a. Et donc, il n'existe pas de x dans R tel que p de x serait égal à grand A moins 1. Donc voilà, donc là ça montre déjà qu'il n'y a pas de surjection. Maintenant, si x0 est bien plus grand strict à x1, ça veut dire qu'entre les deux, il est possible que p de x soit plus petit que a. Dans ce cas-là, je vais regarder qu'est-ce qu'il en est de mon polynôme entre les deux. Donc je sais que mon polynôme P, il est continu sur le segment x0, x1. Et donc comme j'ai un polynôme continu sur cet intervalle qui est ici un segment, là je peux utiliser une petite propriété topologique pour dire que ce polynôme-là, comme il est continu sur un compact, il admet un minimum, donc ça c'est une propriété qu'on voit en première année de classe préparatoire, il admet un minimum et un maximum sur les bornes. Enfin, pas sur les bornes, mais en tout cas dans l'intervalle, qui peut être éventuellement les bornes de l'intervalle. Et le truc important, c'est que les bornes de cette fonction polynomiale, donc le minimum ou le maximum, sont atteints. D'accord? Donc ça veut dire que P admet un minimum. On peut appeler, alors faisons pas de bêtises, qu'on pourrait appeler B atteint pour un certain, donc pour un certain, je sais pas, on va dire un certain x2, voilà. Donc je sais que le polynôme admet un minimum b pour un certain x2 dans l'intervalle x0, x1. Et ce que j'affirme, c'est qu'en fait ce minimum-là, avec la question de A, parce qu'il va falloir regarder qu'est-ce qu'il en est entre A et B, mais l'un des deux va correspondre finalement à un élément qui serait inférieur, donc un minorant de ma fonction polynomiale. Donc si je pose C comme étant le min de A et de B, je peux affirmer que pour n'importe quel x dans R, P de x va être supérieur ou égal à C. D'accord? Parce que si mon x se trouve en dehors de l'intervalle x0, x1, je sais qu'il doit être plus grand que A, que P de x va être plus grand que A.
Et puis si je prends x dans l'intervalle fermé ici, je sais que mon P de x doit être plus grand que B. Donc si je prends le min de A et B, bah, je me retrouve avec ça. Et donc bah, là, voilà, je conclue, hein, je vois que j'ai un minorant hein, de mon polynôme, et de ma fonction polynomiale, et donc bah, ça voudra dire qu'il n'existera aucun x dans R, tel que P de x soit égal à C-1. Et donc encore une fois, on conclut que le polynôme n'induit pas de surjection de R vers R. Donc voilà la preuve bien au propre du fait que pour avoir un polynôme à coefficient réel qui donne une surjection de R sur R, il faut que le degré du polynôme soit impair. Bien, alors vous remarquerez que la condition nécessaire et suffisante qu'on a trouvée, c'est par rapport au degré du polynôme. Et c'est là le point important qu'il faut saisir pour trouver une condition nécessaire et suffisante là-dedans. Maintenant, un autre truc que j'aimerais discuter, c'est le fait qu'en fait, on pouvait reposer la même question que 1, mais en regardant avec un polynôme dans C crochet X. Alors pourquoi? Eh bien, tout simplement grâce à un résultat d'interpolation de Lagrange. En effet, si j'ai un polynôme dans C crochet X, qui donne une surjection de R vers R, donc donnant une surjection de R sur R. Si j'ai ça, bah ça veut dire en particulier que l'image de n'importe quel réel se doit d'être un réel. Ça implique automatiquement ce genre de choses. Mais, si ça c'est vérifié, ben, et que mon polynôme est de degré n, donc supposons que le degré du polynôme est égal à n. Eh bien, si je prends n plus 1 réel distinct, que je regarde leurs images sont tous des réels. Et donc, bah, en utilisant l'interpolation de Lagrange, je vais conclure que le polynôme P doit lui aussi être à coefficient réel. C'est ça qui va se produire. Donc, supposons que le polynôme est de degré n. Bon, bah, en particulier, si je prends 0, 1 jusqu'à n, ceci me donne n plus 1 réel, tel que P de i est également un réel pour tout i. Donc via l'interpolation de Lagrange, alors je rappelle que l'interpolation de Lagrange dit qu'il existe un unique polynôme de degré n tel que il vérifie, tel que vous avez n plus 1 réel distinct et vous connaissez les images de ces n plus 1 réels distincts. Bon, il existera un unique polynôme de degré n qui vérifie que l'image de chacun des éléments que vous avez au départ donne bien les éléments que vous avez à l'arrivée. Les éléments que vous avez à l'arrivée ne sont pas obligatoirement distincts, mais les éléments de départ doivent être distincts. C'est pour ça que j'ai choisi précisément 0 jusqu'à n. D'accord? Et pour faire l'interpolation de Lagrange, il faut que j'utilise les polynômes de Lagrange. Donc je peux utiliser les polynômes de Lagrange. Ici, les polynômes de Lagrange, c'est de la forme, donc je dois avoir Li de x qui doit être égal à un produit, donc ici de x moins i sur, alors que je fasse pas de bêtises, donc x moins i sur j moins i, et je dois faire un produit comme ça pour i différent de j, je crois. Ah ouais, non, c'est ça que j'ai fait comme bêtise. C'est bien ce que je me disais. Donc là, il faut que je mette i, et là, il faut que je mette j. Voilà, c'est mieux. Donc je dois faire un produit pour j différent de i. J allant donc de 0 jusqu'à n. Oui, et ça pose pas de problème. Donc si je prends i, donc avec bien sûr les i ici qui sont en jeu, c'est des i qui doivent être dans 0n. D'accord, donc là c'est la formule des polynômes de Lagrange dans le cas particulier où les x, i sont des éléments qui sont exactement de 0 jusqu'à n, des réels là ici qui sont de 0 jusqu'à n. Mais là les polynômes de Lagrange ils vérifient une condition bien importante, c'est que ces polynômes ils valent 0 en toutes les autres valeurs. Donc là par exemple L0 de x, ça va valoir 0 en toutes les valeurs de 1 jusqu'à n, et ça va valoir 1 exactement en 0. D'accord, c'est ça l'intérêt de ces polynômes de Lagrange. Et donc n'importe quel polynôme de degré n, O plus n, peut s'écrire, même O plus n, peut s'écrire à l'aide de ces polynômes de
ces polynômes Li, donc ça veut dire alors que je peux affirmer que P peut s'écrire une somme des coefficients. Alors donc là ici je vais mettre, disons, pour pas faire trop de bêtises, AI, Li, I allant de 0 jusqu'à n. Okay. Donc je peux affirmer ça. Notez aussi que les polynômes sont tous de degré n, les polynômes de Lagrange sont tous de degré n. Et les Li forment une base, donc ça veut dire qu'il existe bien des AI qui vérifient ça. Et les AI, c'est précisément les valeurs du polynôme en I. Bon c'est ça l'interpolation de Lagrange, pour la faire très courte, c'est vraiment cette idée que vous avez ces polynômes de Lagrange qui forment une base dans Cn crochet x, et à l'aide de cette base, vous allez pouvoir écrire n'importe quel polynôme de cette manière-là, et ce de manière même unique, en précisant les coefficients qui sont ici, et ces coefficients, ça va être exactement les évaluations du polynôme en chacun des xi. Donc en écrivant ça, là les polynômes Li, je pense que c'est assez clair que ce sont des polynômes à coefficients dans R, puisque là je fais x moins j, ça c'est un polynôme dans R, divisé par un rationnel, divisé par un entier, donc en fait finalement je me retrouve même avec un polynôme à coefficient rationnel. Donc là, rationnel, peut-être pas, ouais. Si, Li c'est bien un polynôme à coefficient rationnel, mais par contre les AI ça doit être des réels, d'accord, les P de I ce sont des réels. D'accord. Rien ne me dit que ce sont des rationnels ou quoi que ce soit pour l'instant. Donc là, je me retrouve avec ça et je conclus alors, comme les Li sont donc des polynômes à coefficient réel, et donc un coefficient ici même mieux rationnel, alors P est un coefficient réel. Et voilà, ceci me permet de dire que j'aurais pu partir avec l'énoncé mon polynôme est un coefficient complexe, arriver à la conclusion que le polynôme est finalement un coefficient réel, pour vérifier la condition que je veux, et polynôme à coefficient réel, on a vu qu'il faut que le degré du polynôme soit impair pour qu'il y ait surjection de R sur R. Donc grâce à ça, on se rend compte que finalement travailler avec C crochet X, c'est pas si différent que de travailler avec R crochet X, si on veut une surjection de R sur R, grâce à ce résultat d'interpolation de Lagrange. Bien, maintenant que j'ai résolu les questions données par l'indication, les indications que je vous ai données ici. Donc ces indications doivent vous donner une idée de ce qu'il faudrait regarder pour la condition nécessaire et suffisante d'un polynôme dans C crochet X qui induit une surjection de Q sur Q. J'espère vous avoir assez bien guidé avec ces indications, et donc je vous invite à faire à nouveau une pause pour essayer de résoudre l'exercice même avec les indications que j'ai données par rapport aux résolutions de ces deux points. Et puis il va falloir faire un peu d'arithmétique, parce que la résolution ne va pas se jouer malheureusement avec des limites, il va falloir faire un petit peu plus que ça. Donc voilà, je vous laisse par vous-même avancer et amener vos arguments avant que je ne vous donne donc une résolution. Et donc enfin, la condition nécessaire et suffisante pour que cette chose soit satisfaite. Ok, j'espère que vous aurez essayé. Alors, les indications étaient là pour vous dire, et je l'ai dit un petit peu déjà avant, étaient là pour vous dire que, le premier, c'était pour vous dire que la bonne chose à regarder, c'est le degré du polynôme. Le deuxième, c'était pour vous dire que travailler dans C crochet X, c'est pas si gênant, on peut se ramener à Q crochet X. Bon. Hop. Et je vais commencer par ça. Je vais commencer par ça. Je vais commencer par dire déjà que mon polynôme doit être à coefficient dans Q. Car en effet, si je prends P, un polynôme dans C crochet X, qui vérifie ce qu'on souhaite, donc si je prends P un polynôme à coefficient complexe, alors l'image de n'importe quel rationnel se doit d'être un rationnel. Et donc, par interpolation de Lagrange, exactement comme je viens de le faire avec les entiers de 1 à n, je vais conclure que le polynôme que j'ai sous la main doit être un polynôme à coefficient rationnel. Par interpolation de Lagrange, on conclut que P doit être un coefficient rationnel.
Bon, exactement comme on avait fait la remarque en attaquant la première question, on a vu que si on prend un polynôme à coefficient, enfin, pardon, pas à coefficient, si je prends un polynôme constant, ça marche pas, d'accord? Donc on se rend compte que si P est constant, c'est mort, et puis si P est de degré 1, ça marche. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je peux travailler avec un polynôme de degré supérieur? Et il y a un truc qui doit faire tilt, là, c'est que le polynôme que vous avez sous la main, finalement, c'est un polynôme à coefficient rationnel. Rien ne vous empêche, si vous le souhaitez, de vous ramener à un polynôme à coefficient dans Z. Car si vous avez une surjection de Q sur Q pour ce polynôme-là, vous devriez avoir une surjection également si vous aviez pris le polynôme à coefficient dans Z associé. Et c'est pas très dur de s'en assurer. Donc je vais l'expliquer rapidement d'abord. Donc en effet, si j'ai P à coefficient dans Q crochet X qui donne une surjection de Q sur Q, alors je peux multiplier par les dénominateurs des fractions qui pourraient apparaître dans les coefficients du polynôme, et en faisant ça, je ne vais rien changer à la question de la surjection que je veux. Donc, alors, on peut se ramener à un polynôme qu'on peut appeler pi. Bon, peut-être pas pi, parce que bon, sinon, hop, il y en a qui vont penser que c'est le nombre pi, j'ai pas envie. Donc je vais l'appeler R, disons. Donc j'arrive à un polynôme R à coefficient constant. Bon, bien sûr, évidemment, mais à coefficient dans Z, qui donne une surjection de Q sur Q. Et plus précisément, si mon polynôme P s'écrit somme des AIXI, et que les AI, ce sont des fractions qui s'écrivent PI sur QI. D'accord? Donc ce sont des fractions comme ça, puis je peux supposer que PI et QI sont premiers entre eux, si je veux. Bon, je ne suis pas obligé, mais je peux le faire. Alors, si je multiplie par tous les QI, donc si je peux faire R égale Q1 fois Q2 fois blablabla fois Q, alors j'ai oublié de préciser le degré, donc disons que le degré c'est N, fois Qn, le tout fois P. Donc si je ferais ça, ça c'est bien un polynôme à coefficient dans Z. Et de plus, si je sais que mon polynôme il est surjectif, donc c'est-à-dire que si pour toute fraction, donc il faut que je fasse juste un peu attention à comment je vais écrire, si pour toute fraction, donc pour tout petit r dans Q, on a l'existence d'un x dans Q tel que P de x égale R, alors, eh bien pour tout, donc si je m'amuse à faire ça pour tout, donc en particulier, là, si je dis ça, ça veut dire que rien ne m'empêche, a priori, de retrouver le rationnel R divisé plutôt par le produit des Q1 jusqu'à Qn. Alors la même chose se produit pour R sur Q1 Qn. Donc je peux très bien dire qu'il existe x' dans Q tel que P de x égale R sur Q1 Qn. Et en faisant ça, après je multiplie par Q1 Qn et j'en déduis que R de x vaut bien, donc R de x' vaut bien R. Alors bon, c'est un peu long là dit comme ça, mais c'est pour bien vous justifier le fait que si j'ai un polynôme à coefficient dans Q qui fait une surjection de Q sur Q, alors il existe bien un polynôme dans Z crochet X qui donne, et de même degré, donc vraiment qui se déduit de P, qui donne également une surjection de Q sur Q. Donc là, ça va être assez intéressant puisque je vais pouvoir travailler avec des polynômes à coefficient dans Z. Et travailler avec des polynômes à coefficient dans Z, ça peut m'amener l'arithmétique qu'il y a dans Z. Et donc quand on va travailler avec des polynômes de degré plus grand que 1, j'affirme
qu'en fait, on ne pourra pas avoir de polynôme de degré supérieur strict à 1 qui donne une surjection de Q sur Q. Et je vais vous le prouver en jouant avec notamment une famille de rationnels bien précis. La famille que je vais regarder, c'est notamment les 1 sur M, avec M un nombre premier. Alors faisons ça. Je vais effacer ici. Et voilà la condition nécessaire et suffisante qu'on pouvait trouver en partant sur ces idées-là. Donc là, c'est ce que je vais commencer à affirmer. Donc polynôme de degré 2, vous auriez pu me répondre que c'était non, hein, aussi, j'ai oublié de... avec le même argument que pour les réels, mais par contre polynôme de degré 3, là, la question se posait surtout. C'est surtout pour les polynômes de degré 3 que la question se posait. Et pour répondre à cette question, bah là, je vous propose de passer par les entiers, les polynômes à coefficient entier, car finalement, avoir une surjection de Q sur Q induit avoir une surjection de Q sur Q, mais c'est aussi avec un polynôme à coefficient entier, au lieu d'avoir un polynôme à coefficient dans Q. Donc là, on va montrer que pour que ce type de surjection intervienne, il faut impérativement que le polynôme ne soit égal à 1. Donc, montrons que le degré de P doit être égal à 1 pour avoir la surjection. Alors pour bien le démontrer, on va le faire par l'absurde. Supposons que le polynôme n'est pas de degré n'est pas de degré 1. Alors bien sûr, je ne vais pas dire qu'il est constant parce que ça on l'a déjà traité. Donc je vais supposer que mon polynôme est de degré supérieur ou égal à 2 par l'absurde. Que le degré de P est supérieur ou égal à 2. Et puis je vais poser R comme je l'ai fait il y a quelques instants. Soit R polynôme dans Z croche X déduit de P comme précédemment. Et comme je viens de l'expliquer, R donne une surjection de Q sur Q. Donc ça veut dire alors que pour n'importe quel rationnel P sur Q, en particulier si je prends n'importe quel rationnel P sur Q, alors l'image de P sur Q se doit d'être aussi un rationnel. Et un autre truc que j'aimerais mentionner, c'est qu'en fait n'importe quel rationnel... Alors oui, je ne l'ai peut-être pas très bien écrit, j'aurais dû dire ça plutôt. Donc pour n'importe quel rationnel, je vais utiliser la surjection. Donc pour n'importe quel rationnel, il existe un autre rationnel tel que eh bien, l'image du rationnel donne P sur Q. Et donc comme je l'ai dit, je vais prendre une famille de rationnels bien précis. À la place de P sur Q, ici, je vais plutôt prendre 1 sur M. Donc là, ce que je vais choisir, c'est prendre ici 1 sur M avec M, un nombre premier. Pour pouvoir jouer avec les divisibilités. Maintenant, si je prends R, un rationnel, bon là ici le rationnel, je vais décider que ce soit A sur B. Ok. Et le polynôme P, je vais l'appeler P, mais j'aurais dû l'appeler R. Donc je vais l'appeler R. Alors je vais obtenir R de P sur Q qui va être égal à 1 sur M. Pour l'instant, je n'ai pas encore fait grand chose. Le polynôme R, bah, je vais être un peu plus explicite sur ce qui se passe. Donc si mon polynôme R est de degré n, je peux l'écrire somme des RI x puissance i allant de 0 à n. Et puis les x puissance i, je vais les remplacer. Donc regardez R de P sur Q. Et bien ça me donne la même chose que... alors réfléchissons. Donc ça donne la même chose que la somme pour i allant de 0 à m. Donc des RI, je vais y arriver. RI, A puissance I, B puissance I. Ok, et ça, je suppose que c'est égal à 1 sur M. Bien. Alors j'avance. Je ne sais pas si vous le sentez venir, mais je vais me débarrasser très vite des fractions. Parce que j'ai bien envie d'utiliser l'arithmétique des entiers. Quand je vois des divisibilités, je vais être content, parce que c'est pas pour rien que j'ai pris n un nombre premier, c'est vraiment parce que j'aimerais utiliser de la divisibilité, et c'est ce que je vais faire. Ok. Donc je vais multiplier par m ce qui se passe ici, et puis de l'autre côté ici, je vais multiplier par la bonne puissance de b pour que tout marche, et ici la bonne puissance de b par laquelle il faut multiplier, ça va être b à la puissance n.
si je veux que tout marche. Donc en effet, si je prends la relation que j'ai écrite ici et que je la multiplie par m fois b puissance n, donc fois la relation étoile, eh bien je vais obtenir la chose suivante, m fois la somme pour i allant de 0 à n, ri a puissance i, b puissance n moins i, et ça va être égal à b puissance n. Ce que j'ai écrit ici, grâce à la multiplication par b puissance n, ça enlève tous les dénominateurs. Et donc là, je me retrouve avec des sommes de produits d'éléments dans Z. Donc ça veut dire que cette chose-là est dans Z. M est un nombre premier, donc c'est bien un élément dans Z. Et B, c'est aussi un nombre dans Z. B puissance n, c'est bien un nombre dans Z. Donc, grâce à cette relation, je me rends compte que M doit diviser B puissance n. Mais si m divise b puissance n, on se rend compte alors, comme m est supposé premier, c'est pour ça que j'ai choisi m, un nombre premier, comme m divise b puissance n et que m est premier, bon bah ça induit par un lemme d'Euclide que m divise b. Mais si n divise b, ça veut dire que m puissance n divise b puissance n. Ok, très bien. Donc, alors si m divise b, alors si on regarde bien ce qui se passe dans toute notre expression, on se rend compte alors que si on regarde le coefficient de plus haut degré, on a alors... Donc, si je regarde vraiment d'un peu plus près ce qui se passe, je me rends compte que R, en faisant pas de bêtises, R, I, donc je vais peut-être faire un petit truc avant. Donc si je reprends la relation que j'avais au départ et que je me permets de faire intervenir le M, d'accord? Alors je vais dire que B s'écrit, supposons que B s'écrit quelque chose, donc disons C fois M, ok? Donc si j'écris ça, alors je peux écrire la chose suivante, m fois la somme pour i allant de 0 à n de ri a puissance i. Là le b je vais peut-être le remplacer aussi. Donc c puissance n moins i, m puissance n moins i. Ok. Donc tac, tac est égal à c puissance n, m puissance n. J'ai très envie de simplifier par m, je peux le faire car je rappelle qu'on a supposé que le degré de P était plus grand que 2, et donc le degré de R est plus grand que 2, donc ça veut dire que le n qui est ici en jeu est une valeur plus grande que 2. Ok. Donc je peux diviser par m, pas de problème, et si je divise par m, j'obtiens somme pour i allant de 0 à n de ri a i, c puissance n moins i, m puissance n moins i, égale, eh bien, cn, m puissance n moins 1. Et si je décortique un petit peu la somme que j'ai ici, je me rends compte que j'ai R, N, A puissance N. Et si je mets tous les autres termes de l'autre côté, je vais me retrouver avec Cm, M à la puissance N moins 1, le tout fois, ça, enfin le tout plus, ou moins plutôt, moins la somme pour I allant de 0 à N moins 1, de RI, A puissance I, C puissance N moins I, bon ça fait un truc un peu long. Mais ce qui est très important, c'est le fait d'avoir manipulé l'égalité, m'amène à pouvoir dire que eh bien, Rn fois A puissance n doit être divisible par m, parce que lui, il est divisible par m, donc lui, m le divise, et puis lui, chacun de ses coefficients, bah, comme i va de 0 à n moins 1, alors il y a au moins une puissance de m qui doit intervenir dans la somme, enfin dans chacun des termes. Donc, chacun de ces termes-là est divisible par m. Donc somme d'éléments divisibles par m, ça donne un truc divisé par m, plus un autre truc divisé par m, bah, ça donne un truc divisé par m. Donc ça veut dire que Rn a puissance n, donc m divise Rn fois a puissance n. Ok, très bien. Mais on sait que, et on a oublié de le dire au départ, mais je pense que vous l'aurez compris au départ, il aurait fallu supposer que a sur b
l'écriture du rationnel qu'on a choisi ici, c'est une écriture bien sûr réduite, donc on suppose que A et B sont premiers entre eux. Comme A et B sont premiers entre eux, si M divise A, bah on a un problème. Parce que si M divise A puissance N, bah encore une fois, propriété d'Euclide, M divise A. Mais si A, M divise B et M divise A, bah ça veut dire que le PGCD de M et A n'était pas égal à 1. Okay, donc on se rend très vite compte alors qu'il faut que M divise Rn, c'est-à-dire que M doit diviser le coefficient dominant du polynôme. Le coefficient dominant du polynôme, bah, c'est quand même un coefficient fixe. D'accord? C'est un coefficient dans Z, c'est un coefficient fixe. Par conséquent, sachant qu'on a totalement le choix sur la fraction 1 sur M, il suffit de choisir une fraction 1 sur M où M est un nombre qui ne divise pas Rn pour conclure. Et bien c'est exactement ce que je vais dire en choisissant, je vais écrire là, en choisissant M, toujours premier, tel que M ne divise pas Rn, alors on a une contradiction. Et ce choix peut être possible puisque Rn est un nombre relatif. C'est un nombre relatif, donc il y a un nombre fini de diviseurs, et donc comme il y a une infinité de nombres premiers, on conclut. D'accord? Donc ça, c'est toujours possible. Hein, ce choix-là, hein, juste pour dire, toujours possible, car le nombre de diviseurs, je pense qu'une manière de le justifier, c'est ça, diviseur de Rn, c'est fini. Or, le nombre de nombres premiers, hein, ça fait partie des premiers trucs qu'on voit en terminale notamment, en terminale peut-être un peu plus poussé, mais en terminale quand même, infini. Donc le nombre de nombres premiers est infini. Donc voilà, c'est terminé. On peut donc conclure que le polynôme P ne peut pas être de degré supérieur ou égal à 2. Donc, le degré du polynôme P, ou le degré du polynôme R, ne peut pas être supérieur ou égal à 2. Et on a déjà dit que le polynôme constant ne marchait pas, donc, et on conclut que seuls les polynômes de degré 1 conviennent. Et voilà, ceci permet donc de conclure l'exercice. Et donc, en effet, pour avoir un polynôme à coefficient complexe qui vérifie ce qu'on souhaite, il faut avoir un polynôme de degré 1. Alors ça peut paraître assez étonnant parce que l'énoncé de l'exercice nous amène donc à une condition nécessaire suffisante qui, entre guillemets, est évidente. Évidente au sens où on se doute bien qu'un polynôme de degré 1 ça marche. Mais ça peut être assez surprenant de se rendre compte que c'était également une condition qui était suffisante. Donc pour tout décrire, comment dire, c'est pas nécessaire, c'est que c'était une condition suffisante, mais que ce soit une condition nécessaire. C'est ça qui est assez surprenant autour de cet exercice. Bon voilà, ceci conclut donc cet exo de colle, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. Également, comme d'habitude, ici ce sera pour me soutenir, ici ça sera pour vous abonner, n'oubliez pas d'activer la clochette pour les dernières news de la chaîne. Et puis, de nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à naviguer. Je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques, portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!